Et salut les férus! Avant de commencer l'épisode et de rentrer dans le vif de la dernière histoire d'amour de février, j'aimerais vous annoncer une petite nouvelle. J'ai décidé de lancer un nouveau podcast, une filiale de celui-ci. Il est raconté d'une autre manière et beaucoup plus immersif. Ce podcast sera dédié uniquement aux gangsters et il est uniquement pour le moment sur Spotify. Le podcast s'appelle Raconte-moi son histoire de gangster, mais pas d'inquiétude, je mets le lien dans la description. Sur ce, retournons dans l'amour qui peut être beau ou totalement cruel. Cette histoire pourrait faire penser à une représentation de Shakespeare. Mais elle a bien été réelle et bien triste. Mais l'amour triomphe toujours. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Héloïse et Abélard. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Cette histoire se déroule au Moyen-Âge, une époque bien plus colorée qu'on ne le pense souvent. Oubliez les clichés hollywoodiens de châteaux sombres et de ruelles lugubres. Entre le XIe et le XIIe siècle, Paris est un véritable centre intellectuel, vibrant de débats philosophiques et de controverses théologiques. C'est dans ce contexte que débute la vie extraordinaire de Pierre Abélard. Né en l'an de grâce 1079, Pierre Abélard grandit dans une famille noble bretonne. Aîné de sa fratrie, il est destiné à une carrière militaire, mais préfère très tôt les lettres et la philosophie à l'art de la guerre, démontrant un esprit et une audace exceptionnels. Il renonce à son héritage de chevalier pour devenir philosophe itinérant, défiant les conventions de l'époque. Sa quête de savoir le conduit à Paris, alors au cœur intellectuel de l'Europe médiévale. Il devient l'élève de Guillaume de Champeaux, l'un des plus grands logiciens de son temps, à l'école cathédrale de Notre-Dame. Mais rapidement, Abélard se distingue par son talent en dialectique, l'art du débat philosophique, et de son esprit provocateur. Remettant en question les théories de son maître sur les universels, il crée un scandale dans le milieu académique. Son esprit rebelle le pousse à fonder sa propre école à Melun, puis à Corbeil, où il obtient de nombreux élèves. Cependant, épuisé par les controverses, il retourne un temps en Bretagne pour se ressourcer. Mais son ambition reste intacte, et il revient à Paris pour défier à nouveau Guillaume de Champeaux, dont l'influence commence à décliner. Fort de cette victoire intellectuelle, Abélard fonde une nouvelle école sur la montagne Sainte-Geneviève, où son enseignement révolutionnaire fait venir des étudiants de toute l'Europe. Charismatique, brillant, mais aussi arrogant, Abélard se fait autant d'admirateurs que d'ennemis. C'est à ce moment de gloire et de controverse qu'il rencontre Héloïse, une jeune femme au talent exceptionnel, réputée pour sa maîtrise du latin, du grec et même de l'hébreu. Qui est Héloïse ? Les origines d'Héloïse sont entourées de mystères. On ne connaît ni le nom de ses parents, ni les circonstances exactes de son arrivée chez son oncle Fulbert. Certains pensent qu'elle est orpheline, d'autres qu'elle est la fille illégitime d'une famille de nobles. Quoi qu'il en soit, Fulbert, son oncle, l'élève comme sa propre fille et veille à lui offrir une éducation exceptionnelle, rare pour une femme du Moyen-Âge. Fasciné par l'érudition d'Abélard et voyant en lui un pédagogue idéal, Fulbert lui confie la mission de parfaire l'éducation d'Héloïse. Admiratif du génie du philosophe, il souhaite non seulement offrir à sa nièce l'instruction la plus brillante possible, mais aussi renforcer son propre statut social en s'associant à un intellectuel renommé. Pour faciliter les leçons, Abélard s'installe même dans la maison du chanoine. Ce qui commence comme un échange intellectuel entre un maître respecté et une élève prometteuse se transforme rapidement en passion dévorante. Leur dialogue philosophique laisse place à des confiances plus intimes, révélant une affinité d'esprit exceptionnelle. Mais cette relation secrète, aussi intense que scandaleuse pour l'époque,
est sur le point de provoquer un véritable scandale qui marquera à jamais leur destin. Rapidement, la passion entre Abélard et Héloïse devient impossible à dissimuler. Ce qui n'était d'abord que des leçons de philosophie se transformait en rendez-vous secrets, remplis de poésie et de déclarations enflammées. Ils échangent des lettres d'amour d'une rare intensité, où la profondeur de leurs sentiments rivalise avec la beauté de leurs mots. Abélard, maître de dialectique, joue autant avec les arguments philosophiques qu'avec les émotions. Quant à Héloïse, elle lui répond avec une érudition et une passion qui ne cessent de le fasciner. Mais leur complicité dépasse le simple échange intellectuel. Leur amour est charnel, intense, dévorant. Abélard lui-même écrira plus tard dans son autobiographie « Historia Calamitatum » à quel point il était consommé par ce désir. L'amour m'avait enchaîné plus fortement encore que le fer. Leur étreinte passionnée se multiplie parfois, même dans des lieux inappropriés, au point de négliger leurs obligations respectives. La réputation d'Abélard en souffre, tout comme la tranquillité de la maison de Fulbert. Car le chanoine Fulbert, d'abord aveuglé par son admiration pour Abélard, commence à soupçonner la vérité. Des rumeurs circulent à Paris. Les serviteurs chuchotent. Le comportement de sa nièce ne trompe plus personne. Furieux de cette trahison, Fulbert surveille de plus en plus étroitement Héloïse, espérant briser cette relation scandaleuse. Mais il est déjà trop tard. Héloïse est enceinte. Et face à cette situation, Abélard prend une décision audacieuse. Il emmène Héloïse en Bretagne, loin des yeux accusateurs de Paris, chez sa propre sœur pour qu'elle y accouche en secret. Là-bas, elle donne naissance à un fils qu'il nomme Astrolabe, un prénom aussi singulier qu'érudit, en hommage à l'instrument astronomique médiéval. Pour apaiser la colère de Fulbert et sauver leur réputation, Abélard propose un mariage secret. Il espère ainsi protéger Héloïse tout en préservant sa carrière ecclésiastique. Mais Héloïse s'y oppose fermement. Elle refuse le mariage, non par manque d'amour, mais par vision philosophique. Elle craint de nuire à la réputation d'Abélard, de le priver de sa liberté intellectuelle et de nuire à son avenir dans l'Église. Pour elle, l'amour véritable ne nécessite pas d'institution sociale. Face à son insistance, Abélard parvient à la convaincre, jouant sur sa loyauté et son affection. Le mariage a finalement lieu en secret, la nuit dans une petite église de Paris, en présence de quelques témoins de confiance. Mais Fulbert, ivre de vengeance, révèle le mariage pour ternir la réputation d'Abélard. Lors d'une nuit, accompagné de ses complices, Fulbert fait éruption chez Abélard et il le fait émasculer brutalement. Cette mutilation, destinée à le priver de sa virilité et à le déshonorer à jamais, marque la fin de la carrière du philosophe. Humilié, brisé, Abélard se retire dans un monastère. Son génie intellectuel ne l'a pas abandonné, mais son amour-propre est détruit. Héloïse, dévastée par la nouvelle, prend le voile à son tour au couvent d'Argenteuil, respectant le souhait d'Abélard de se consacrer à Dieu. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Séparés par le destin, mais unis par l'esprit, Abélard et Héloïse entament une correspondance secrète qui deviendra l'un des plus grands trésors littéraires du Moyen-Âge. Leurs lettres sont empreintes d'une douleur profonde, mais aussi d'un amour incroyable. C'est Héloïse qui reprend contact la première. Elle découvre par hasard l'existence de Historia Calamitatum, l'autobiographie d'Abélard, où il raconte ses malheurs sans jamais identifier son nom, blessé par son silence mais aussi ému par son récit. Elle lui écrit une lettre bouleversante où elle exprime sa souffrance et son amour intact. Dans sa première lettre, elle le confronte sans détour. Où est la justice si moi, la plus malheureuse des femmes, je suis frappée par des souffrances qui ne peuvent même pas te toucher? Son désespoir est palpable, tout comme son attachement profond. Elle ne cesse de lui rappeler leur passé, leur étreinte secrète, leur échange philosophique et leur complicité intellectuelle. Abélard lui répond, mais son ton est plus réservé, plus philosophique. Il tente de détourner son attention vers la spiritualité, vers Dieu. Pourtant, même derrière ces mots de théologien, son affection pour Héloïse transparaît. Il lui avoue
tu sais bien combien tu as toujours été la seule araignée en mon cœur. » Leurs lettres deviennent un dialogue passionné sur l'amour, le désir, la foi, la philosophie. Abélard, désormais abbé de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, tente de trouver du réconfort dans la religion. Mais sa culpabilité le ronge. Il se voit comme le responsable de la chute d'Héloïse, de son entrée forcée dans la vie monastique. De son côté, Héloïse, devenue abbesse du couvent du Paraclet, conserve un esprit critique exceptionnel. Elle questionne la nature de l'amour, le rôle des femmes dans l'Église et même la pertinence du mariage. Ses lettres témoignent de son érudition et de son indépendance d'esprit, la manifestant parmi les intellectuels les plus remarquables de son temps. Mais malgré la distance, leur relation reste une intensité rare. Leurs lettres traversent les années, oscillant entre passion douloureuse et réflexion philosophique. Abélard, rongé par les remords, trouve un certain apaisement dans l'écriture théologique. Mais ses écrits lui attirent de nouveaux ennemis. Bernard de Clairvaux, figure influente de l'Église, le considère comme un hérétique en raison de ses théories novatrices sur la Trinité et la morale. Abélard est à nouveau condamné lors du Concile de Sens en 1140. Brisé et fatigué, il se retire à l'abbaye de Cluny sous la protection de Pierre le Vénérable, qui lui offre enfin un peu de paix. Abélard meurt en l'an de grâce 1142, loin d'Héloïse, mais en ayant trouvé une certaine sérénité. Sa dépouille est transportée au Paraclet selon son souhait pour reposer près de celle qu'il a tant aimée. Héloïse, profondément marquée par sa disparition, continue de diriger le Paraclet avec une sagesse et une dignité admirables. Héloïse meurt 21 ans plus tard, gardant précieusement leurs lettres et leur histoire dans son cœur. À sa mort, en 1163 ou 1164, elle est enterrée aux côtés d'Abélard, réalisant enfin leur union dans la mort. Leur tombeau, transféré au cimetière du Père-Lachaise à Paris au XIXe siècle, est devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux et les âmes romantiques du monde entier. Leur histoire, magnifiée par leurs lettres, traverse les siècles comme l'un des témoignages les plus émouvants de l'amour éternel. Au fil des siècles, l'histoire d'Héloïse et d'Abélard a été embellie, amplifiée, presque mythifiée. Bien que leurs lettres soient authentiques, la portée de leurs mots a souvent conduit les conteurs à en faire des symboles intemporels de l'amour impossible. Leur relation a traversé les âges, inspirant les écrivains, poètes et philosophes qui ont parfois romancé les détails pour accentuer le drame de leur destin. Pourtant, derrière ces récits passionnés, il y a une réalité historique incontestable. Héloïse et Abélard ont réellement existé. Ils ont aimé, souffert et échangé des lettres dont les mots résonnent. Leurs tombeaux reposent ensemble au cimetière du Père-Lachaise comme un ultime symbole de leur union intemporelle. Quant aux autres protagonistes de cette histoire, Fulbert, l'oncle vengeur, a poursuivi sa vie de chanoine. Son rôle dans le châtiment d'Abélard reste à jamais gravé dans l'histoire. Astrolabe, leur fils, a grandi loin de ses parents. Peu de choses sont connues sur lui, mais il aurait suivi une carrière ecclésiastique, à l'abri des scandales de ses parents. Et nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même noter le podcast. Pensez à aller écouter Raconte-moi son histoire de gangster, qui est raconté totalement d'une autre manière et qui est réellement immersif. C'était Mickaël et je vous dis ciao!